Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Ifa Wande. Ça fait bizarre, hein? Ouais, ça fait vraiment bizarre en fait. Il y a très peu de personnes qui connaissent mon prénom. Bah oui, je fais partie de ces heureux élus. J'ai failli commencer notre interview en chantant la chanson. Non, on va rester sur les bonnes bases. Restons sur les bonnes bases, s'il te plaît. Ah, j'adore. Comment vas-tu? Ça va bien. Ouais. À l'instant T, ça va bien. Ouais, ça va bien. Même si le temps n'y prête pas, mais ça va. Ouais. Dans le cœur, il fait beau, c'est le principal. Exactement. Et la météo du cœur, je pense que c'est encore plus variable que ce qu'on voit à l'extérieur. Sauf que c'est plus difficile parce qu'on ne le voit pas extérieurement, mais on le ressent. Beaucoup. Et du coup, si tu devais décrire ta météo intérieure, là tout de suite, tu dirais quoi? Ça ressemblerait à quoi? À l'instant T, là? Ouais. Le soleil après la pluie. Oh. Ouais. Il y a un arc-en-ciel? Non. Il n'y a pas d'arc-en-ciel. Non, pas encore. Mais le soleil après l'éclaircie après la pluie. Ouais. Elle est belle, cette lumière après la pluie. Elle fait du bien. Ouais. Elle fait du bien, ouais. Elle transporte dans quelque chose de lumineux, comme si... en fait, comme si ça nous permettait de mieux voir la lumière, tu vois, juste par contraste. C'est ça que j'aime bien, dans la lumière d'après la pluie. Parce que tu sors de cette obscurité, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui. Comme quand tu sors d'un tunnel. Exactement. Et ça t'éblouit, tu vois. C'est exactement ce que je veux dire. Alors qu'en fait, la lumière, elle est pareille avant le tunnel et après le tunnel, mais dans ta perception. Et ta vision, elle s'obstrue. Yes. Mais c'est bien de voir la lumière. Ouais, ça fait du bien, surtout t'habiller tout en noir aujourd'hui. Comme toujours. Comme tous les jours de l'année. Non, l'été, tu mets du pastel. T'avais une petite chemise pastel, je voudrais quand même le préciser. Ouais, sur un pull noir. Ouais, exactement. Donc il y a toujours une base de noir, mais c'est vrai que j'aime bien ajouter un peu de couleur pour contraster un peu. Ouais. Et c'est un peu le reflet des fois de l'émotion du jour. Si je reviens sur ton prénom, parce que moi je me souviens que la première fois que je t'avais demandé, enfin moi ça me paraît tellement évident, tu vois, je peux pas t'appeler 6X ou je sais pas, tu vois, genre, et du coup c'est quoi ton prénom? Ça me paraissait évident. Ouais. Et puis je me souviens que j'avais dit waouh, mais Ifa Wande, enfin ça vient d'où? Ça veut dire quoi? C'est quoi ces racines? J'avais jamais entendu ce prénom et il est noble. Il y a quelque chose de très je sais pas, moi je vois un chef de tribu, tu vois. J'ai une tribu, j'en suis pas le chef, mais ouais, j'ai une tribu, ouais. Une tribu de potes, que des fous. Mais c'est pas eux qui t'ont prénommé comme ça. Non. C'est quoi l'origine de ton prénom? Nigeria. Nigeria. Ouais, je ne le suis pas, mais Nigeria. À l'époque, mon père avait des amis Naija et qui lui ont insufflé ce prénom. Il a beaucoup aimé et c'est parti. Et ça veut dire quelque chose? C'est celui qui apporte la sagesse. Donc c'est marrant, tu venais de parler d'une tribu de fous. C'est pour ça. C'est l'équilibre. Exactement. Donc on verra avec le temps si je le porte bien. Ouais. Et pourquoi est-ce que les gens connaissent pas ton prénom? C'est un peu un choix de se préserver. Ouais. De pas se dévoiler. Tu connais pas les gens, tu connais pas leurs intentions. Et c'est bien aussi d'avoir un peu son jardin privé et intime, j'ai envie de dire, à une ère où on doit tout montrer, tout partager, etc. Donc les gens connaissent 6X. Les autres, très peu, les amis, les proches connaissent Ifa. Donc c'est un moyen pour moi de faire la distinction et dissocier les deux clairement. Le privé et le reste. Quand tu distingues le privé et la face plutôt publique, en tout cas, enfin que tu montres à l'extérieur, tu préserves quoi? Mon moi intérieur, mon vrai moi, en fait, ma personnalité, aussi, d'une certaine manière, peut-être mes proches, on va dire.
et aussi moi une certaine schizophrénie dans le bon sens du terme. De quand je rentre à la maison ou quand je suis avec les amis, les proches quoi, ou au travail, on travaille la semaine, et là c'est pas Césique, c'est IFA. Donc je change pas du tout au tout, mais c'est une autre personnalité, on va dire. Ok, je vois. Et est-ce que tu crois pas qu'on est tous schizophrènes? D'une certaine manière, je pense, de parler à les fréquentations, parce que on a tous plusieurs amis, connaissances différents, de plusieurs, j'aime pas dire classe sociale, mais environnements différents. Et forcément, on va pas être pareil avec chacun de ces groupes, en fait. Donc déjà, rien que ça, de par des fréquentations, ça amène une certaine schizophrénie. T'es pas avec ta famille comme t'es avec tes potes. T'es pas comme t'es avec tes potes, comme t'es avec ta copine ou ta femme. Donc, on a tous un petit peu cette part de schizophrénie, je trouve. Ouais. Moi, je dis bipolaire, mais c'est la même chose. C'est pareil, ça se rejoint. Cette dualité que l'on vit. Et ce qui est rigolo, c'est que sur les 2 dernières années, moi, j'ai fait un énorme travail sur moi de réintégrer justement les différentes facettes pour éviter de vivre ma dualité. D'accord. Parce que j'avais la sensation, en fait, d'être très duel et du coup, de me présenter aux personnes qu'à, je sais pas, un tiers, un quart, la moitié, peut-être 3/4, mais jamais pas pleinement. me présenter complètement. Et c'est une façon de se protéger, hein, bien sûr. Mais si je relie à la conversation off qu'on a eue ce midi, qu'on ne mentionnera pas parce que l'idée c'est vraiment on reste uniquement dans l'instant T, mais je suis obligée de faire le lien, c'est sur le fait de finalement quand on se présente qu'à moitié, si on prend le côté bipolaire, donc 50%, comment est-ce qu'on peut atteindre 100% d'une personne quand on se présente qu'à 50%? C'est là aussi, c'est avec le temps une des raisons pour laquelle je m'introduis toujours comme 6X, en tout cas dans le monde événementiel, tout ça, pour aussi voir l'intention de la personne en face. S'il y avait vraiment apprendre à me connaître, s'il y avait vraiment l'honnêteté et la sincérité, s'il y avait vraiment connaître moi en fait. Et du coup, ça va venir comment tu t'appelles, quoi ton prénom, et donc de là, on peut commencer à construire un truc et une amitié, peu importe. Mais il y en a pour qui m'ont jamais demandé mon prénom et ça fait plus de 10 ans que je suis à Bordeaux, par exemple. Ah ouais. Ça me convient, ça me va. Hein. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, ça correspond, c'est comme un test. Et le test n'a pas été passé. Donc toi, tu restes à ta place. C'est ça. 10 ans plus tard, mais au fait, c'est quoi ton blaze? C'est ça. C'est ça. Laisse tomber. En fait, c'est Xavier x 6. Littéralement. 6X. Littéralement. D'où ça vient 6X? C'est tout bête. Franchement, souvent on me le pose, il y a des fois des gens qui cherchent des significations incroyables, mais c'est vraiment très bête. À l'époque, je te parle de ça, c'était en 2004, 5 à 2006, 7, 8. Ouais. J'ai toujours écouté que du rap US et à cette époque-là, dans le mouvement du Sud, que j'écoutais beaucoup et toujours, Atlanta, tout ça, t'avais cette mode des grands t-shirts jusqu'aux genoux avec des grands shorts et des Air Force noires ou blanches. Et moi, vu que je suis grand, ma taille, du coup, c'était 6XL. Et je portais ces t-shirts de janvier à décembre, peu importe la saison. Et mes potes, du coup, 6XL, forcément, petit à petit, 6X, vu que je m'habillais que comme ça. Et quand j'ai commencé à mixer, je me cherchais un nom. Au bout de, je sais pas, quelques semaines, à me creuser la tête, je me dis, pourquoi je cherche alors que mes potes m'appellent 6X, en fait? C'est clair. Et voilà. Incroyable. Et au début, je l'écrivais, le chiffre 6, ZIX. Au tout début, que j'ai commencé à mixer. Ok, ouais. Mais c'est un peu galère pour les gens de le lire, en fait. De le lire, c'est ça. Ouais, carrément. Et je simplifie en SIZX. Ok. Mais tout ça, c'est une histoire de t-shirt. J'adore. Aussi simple que ça. Tout est parti d'un t-shirt, hein. Tout est parti d'une mode, d'un état d'esprit, de tout ça de l'époque. Et je l'ai gardé. C'est un moyen aussi de garder cette partie-là de ma vie, cet héritage j'ai envie. Ouais. Que j'ai beaucoup aimé cette période et voilà. Du coup, quand tu repenses à cette période et au-delà du style vestimentaire, même de l'univers musical et peut-être même culturel, enfin la Surtout. culture urbaine, etc. Ouais. Ça te transporte dans quoi en fait? Est-ce que c'est des émotions, des souvenirs? Est-ce que c'est un mood? Est-ce que c'est des gens? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a en fait un souvenir émotionnel qui est lié à ça? C'est vraiment un mélange de tout ce que tu viens de dire, un mood, des gens, des émotions de l'époque. J'avais quoi à ce moment-là? C'était de mes 18 à 21, 22, donc c'est vraiment je trouve un âge très charnière, une grosse passation de la dizaine à la vingtaine, tu passes tes 18 ans, tu rentres dans tes 20 ans, et tout ce qu'on a pu vivre à ce moment-là, donc culturellement, moi qui découvre ce courant musical, je découvre Atlanta, le Sud, Tennessee, Memphis, vraiment au tout début, 2000, 2001, 2002,
la trappe n'existait même pas. On assiste à la création de la trappe avec Jay-Z, Gucci, tout ça. Donc, d'être vraiment au balbutiement de tout ça, d'en être acteur, spectateur, et puis tout ce qui allait avec dans nos vies à ce moment-là, quand tu te cherches, tu te découvres, tu te construis, tu fais des conneries, etc. Et sans que beaucoup de bons souvenirs. À Même ce moment-là, des trucs des fois qui ont été pas drôles, qui avec le temps tu te dramatises et t'en rigoles, quoi. Comme T'allais te demander quoi? je rebondis d'abord Ouais, je là-dessus. sais, ouais. Des aventures de jeunes de 20 ans, quoi. Hmm. On va rester évasif. Je te raconterai après. Ça marche. Oui, non, la question que je voulais te poser, c'est à cette époque-là, tu vivais où, du coup? À Nîmes, dans le sud. Ouais, ok. Je suis né à Paris et je suis arrivé dans le sud, le vrai sud, à mes 5 ans. J'adore comment tu mets des tacles à Bordeaux. Toi, t'aimes trop ça. Toute ma vie. Et donc, je suis arrivé à Nîmes, j'avais 5 ans, j'en suis parti à 25. Et dans ce laps de temps-là, j'ai vécu donc à Nîmes, un petit peu à Toulon. Mes grands-parents étaient du côté, dans les hauteurs de Nice, donc c'est vraiment le sud-est, ma vie. Ok. Et du coup, je me fais cette réflexion-là. Homme noir, grand, à Nîmes, au début des années 2000, est-ce que du coup, cet univers de culture américaine te permettait d'avoir une existence que tu pouvais davantage t'approprier versus les codes dans lesquels tu grandissais depuis tes 5 ans de Nîmes? C'est vraiment une question ouverte parce que... Très bonne question, d'ailleurs. Oui, parce que du coup, c'était pas du tout populaire, de la manière dont nous on le vivait en tout cas, et ce qu'on écoutait, ce que nous écoutions plutôt. Et du coup, par exemple, on était un groupe de potes où tu nous voyais le samedi après-midi se balader en ville, on était les seuls avec nos dégaines. Mais quand je dis les seuls, on était vraiment les seuls avec ces dégaines-là. J'adore. Et même à ce moment-là, des sons que on était les traîtres en ville, on était en tout cas dans Nîmes. C'est pour ça qu'on était très souvent à Montpellier, la grosse ville à côté de nous, où on se retrouvait entre potes qui étaient dans le même délire et donc on se sentait un peu moins seul, mais en tout cas à Nîmes, on était clairement les seuls. Tu me voyais avec des grills dans les dents, dans la bouche bleue, assortie au t-shirt, à la casquette, etc. C'était incroyable. Cette époque. Vraiment. Mais j'avoue que ça devait dénoter dans le paysage. Et c'est pour ça, je pense que j'ai eu ce mot de, en fait, connexion émotionnelle, parce que j'ai la sensation que ça te permettait d'exister et de prendre pleinement, s'affirmer. Et puis comme vous étiez quand même un petit groupe, de vous reconnaître entre vous, même si vous étiez pas très nombreux, mais ce besoin d'appartenance aussi qu'on a, c'est tellement important. Côté communauté. Ouais, bien sûr. L'humain, je trouve, en a besoin, où qu'on soit, peu importe, soit, je sais pas moi, supporter de club de foot, amateur d'un style de musique, amateur d'échecs ou quoi, ça fait toujours, même si c'est bien de s'ouvrir, de se mélanger, mais c'est bien des fois de se retrouver entre personnes avec les mêmes passions, même délire, même mood. Tu te sens compris et moins seul, je trouve. Et du coup, le IFA de avant, il était pas forcément compris, il était un peu seul? Oh, la question piège. Il était compris. De par mon groupe de potes, et en élargissant du coup qu'on allait à Montpellier ou quoi. Seul, j'ai toujours eu un petit tempérament solitaire, étant fils unique, donc j'ai très vite développé ça, de me contenter par moi-même et de pas attendre grand-chose des autres, mais sans pour autant me renfermer totalement et avoir quand même cette sociabilité. Je serais pas DJ sinon, ce serait difficilement compatible. Mais justement d'avoir ce côté public, ça me fait encore plus aimer mes moments de solitude. Ouais. Et en avoir besoin pour recharger les batteries. Mais comment on le vit quand on a moins de 18 ans et je trouve que, tu sais, on vit tellement dans une société où quand on vieillit, c'est ok, tu vois, au contraire, on va valoriser ce fait de j'aime être seule avec moi-même, je me sens bien avec moi-même, etc. Mais je trouve que avant 18 ans, c'est pas forcément compris ça. Déjà, c'est pas compris de nous-mêmes. Je crois pas les codes de c'est normal, même si j'entends le fait d'être fils unique, tu vois. Et que dans ta norme, ok, il y a pas de frères et sœurs. Mais globalement, la norme de la société dans laquelle on vit, c'est bizarre. Tu vois, genre, c'est bizarre, il est tout seul, elle est toute seule, elle a pas d'amis. Ça fait l'antisocial un peu. Ouais, exactement. Et du coup, cette forme d'introversion, parce que l'introversion, c'est juste le fait de se recharger seul et pas être timide, tu vois. Il y a deux choses complètement différentes et je pense que la définition, elle est parfois mélangée, en fait, et pas bien comprise. Mais cette forme d'introversion, comment est-ce que tu le vivais? Est-ce que tu
pas te forçait, mais est-ce que t'avais tendance à te dire, bon, je vais m'adapter au code de la société, ou t'étais déjà affirmé dans, en fait, non, moi, je suis bien tout seul. Je pense au collège, par exemple, tu vois, qui est C'est pas... un peu un mix des deux, en fait, je trouve. Et quand je repense à certains moments où j'étais pas celui qui se met le plus en avant, j'étais pas timide non plus. Un petit peu, ça dépendait en fait. Mais j'étais pas celui qui allait. J'ai jamais aimé avoir l'attention sur moi, par exemple. Mais tu sais que je suis là en fait. Tu sais que je suis dans la pièce, tu sais que j'existe. Mais je sais pas celui qui va faire des blagues, qui va parler, qui va avoir mis l'attention sur lui. Mais quand j'ai eu ces besoins et d'être seul, par exemple, on s'en rend peut-être même pas compte en fait. Parce que par exemple, je sais pas, où un week-end, je vais rester à la maison, prendre un pépère à l'époque à jouer à la console ou quoi que ce soit, ou rester avec ma mère, avec les chats ou quoi. Et c'est ces petits moments-là en fait de vie où, dans ma tranquillité, à l'époque je faisais du skate, je prenais mon skate et puis j'allais faire des rides pépère. Donc c'est ces petits moments-là. Et dès que j'en avais besoin, hop, je rejoignais le crew de fou là. Ouais. Oui, donc finalement, t'avais quand même déjà, à minima inconsciemment, je sais pas, mais à minima inconsciemment, tu savais que t'avais besoin de ces moments-là et tu te forçais pas non plus à être, je sais pas, absolument accepté comme on peut le voir chez certaines personnes, hommes ou femmes, qui vont avoir tendance à tu sais, à surjouer, à faire en sorte d'être accepté. Bah toi, en fait, tu étais quoi. C'est ça, j'écoutais mes envies et mes besoins en fait. Parce que quand je trouve que tu veux justement être trop accepté, tu te perds toi-même et puis ça devient pas naturel en fait. Et les gens le sentent. Et même toi, tu te perds en fait. Ouais, c'est clair. Et j'arrive pas à tomber dans ces travers-là en fait. Pas un acteur. C'est quoi ton rapport avec ta maman? C'est mon tout. C'est mon tout. Quand j'ai arrêté les cours très tôt, j'avais 16 ans. Je fais ma 3e, après je fais un BEP vente en alternance que j'ai eu. Donc j'ai littéralement arrêté les études à 18, on va dire. Et à son grand dame, elle aurait aimé que je continue, toute maman, tous parents. Mais par contre, elle a vu du coup que j'arrêtais pour bosser, j'ai toujours bossé. J'ai eu mon diplôme, donc du coup je travaillais, j'étais en alternance, donc j'ai continué. Et un jour, donc du coup j'ai 21 ans, et je dis ouais maman, je vais être DJ. Elle dit, mon fils, c'est pas fini. Et en fait, j'ai dit cette anecdote parce qu'il y a pas longtemps, j'y étais, c'était cet été, et elles m'ont reparlé. Parce que c'est sur le coup, je lui annonce. Et je vois qu'elle est surprise, qu'elle est déçue, surprise, et qu'elle aurait aimé un autre avenir pour son fils. Mais elle voit que je le prends vraiment à cœur, qu'à côté, je bosse chez Quick à l'époque. Donc j'ai mon mi-temps, puis à côté, je fais mes soirées à droite et gauche. Donc elle voit que c'est pas une lubie d'un moment où un matin, je me suis levé. Et donc c'est là, il y a pas longtemps, du coup, qu'elle me dit, qu'elle m'avoue sur le coup qu'elle a flippé. Qu'elle s'est dit, mais c'est quoi encore ce délire, quoi? Donc sa réaction, que t'as su récemment, c'était de la peur. Ouais, voilà, de la peur et la peur pour moi, en fait, même pas pour elle, mais pour moi, dans quoi il va s'engouffrer encore? C'est quoi ces cons de jeunes, quoi? C'est quoi cette génération, quoi? Ils ont quoi dans le crâne? Ouais. Et par contre, quand même, elle m'a dit, et ça, elle voulait pas me le dire sur le coup pour pas que, comment dire, que je prenne ça pour acquis, mais elle m'a dit, par contre, ça l'a rassurée dans le fait qu'elle voit que je voulais faire un truc créatif dans la musique, dans l'art, parce que si j'aime la musique, c'est en partie grâce à elle, mes parents de manière générale, mais surtout elle. Et ça lui a fait plaisir. Et quand elle a vu que je quittais Nîmes, par exemple, pour Bordeaux, en partie par rapport à ça, et que je commençais à mixer un peu partout en France, puis l'étranger, etc. Et donc là, elle a vu quoi, c'était un vrai truc, et elle m'a dit, franchement, j'étais fier de toi pour pas dire de gros mots, mais pour le courage que t'as eu. Et de voir que 15 ans plus tard, t'es encore dedans, quoi. Et que tu nourris ton fils grâce à ça. Ouais. Et donc, ouais, c'était l'anecdote du moment, mais ouais, ma maman, je meurs pour elle demain, quoi. S'il faut. Ouais. Et toi? Regarde comment t'as esquivé là. Là, j'ai senti dans tes yeux. Moi, j'ai un très bon rapport et avec des discussions très profondes avec ma mère. Un peu moins avec papa. Même si on essaye de les avoir mais c'est pas du tout pareil le relationnel avec mon père et avec ma mère. Et surtout ce qui est très beau, c'est que moi ce que j'aime chez les gens, c'est quand ils évoluent, c'est vraiment cette notion de on n'est pas figé. Ce qu'on a dit par le passé, on a le droit de le remettre en question, etc. Et ce que je trouve magnifique chez ma mère, c'est de la voir aller dans ses profondeurs, toute proportion gardée, parce que c'est pas la même génération et qu'il y a certaines portes qu'elle a pas envie d'ouvrir, et je le respecte, mais une ouverture d'esprit, une tranquillité, un apaisement
que je ne lui ai pas connu dans mon enfance, tu vois. Et c'est beau. Du coup, ça fait qu'on a des discussions où on peut parler des heures. Je lui parle tout le temps de mes projets. Elle a de très très bons conseils. Elle a cette faculté à voir les choses, à bien les lier entre elles, à poser la question, Ouais, tu vois. Hein, toujours le mot juste. c'est ça. Donc ça, j'apprécie beaucoup. C'est trop chouette d'avoir ce relationnel-là. Et du coup, comment c'était avec papa, la relation? Comment c'était avec papa? C'était marrant. Non, Ok. c'était marrant. Il était il avait ce côté très à l'ancienne école. Ouais. Lui, il est né dans le Var, à côté de Toulon. Donc, il a ce côté très ancienne école sudiste, qui plus est. Donc, c'est des souvenirs assez marrants et cocasses, sous dans le langage, les expressions. Mais il était très dans la transmission et très dans dans la découverte, m'ouvrir au monde, aux autres. C'était quelqu'un de très solaire, très dans l'énergie. Et ouais, clairement, c'est ce qui m'a beaucoup marqué de lui. Ouais, l'ouverture. C'est pour ça que là, dans ton cœur, il y a la lumière après la pluie. Exactement. Le soleil, il revient, il se transforme. D'une certaine manière. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime à croire. Que rien ne se perd et que tout se transforme et que on ne perd jamais réellement quelqu'un. Mais il se transforme. Et il faut le garder en vie. Ouais, exactement. Les souvenirs. Dans les souvenirs, c'est exactement ça. C'est parler d'une personne et se remémorer des émotions. C'est là qu'on voit qu'on est juste un ensemble de particules qui vibrent avec des émotions parce qu'on est complètement capable de se replonger dans un souvenir très joyeux ou au contraire un peu triste ou loufoque ou drôle ou de la colère. Enfin, on est vraiment des boules d'émotions, quoi, qui se déplacent. Complètement. Et d'ailleurs, comment est-ce que c'est, toi, ta gestion émotionnelle? Parce que le thème des émotions, chez les hommes, revient assez souvent. Puis on en parle en plus ce midi, d'ailleurs, on parlait des émotions. Et t'as un petit garçon aussi. Et je me dis, comment est-ce que toi, tu gères? Enfin, je le mets aussi en parallèle parce que j'ai un neveu. Et je vois bien que la gestion émotionnelle, c'est pas facile, en fait. C'est pas facile pour aucun être humain. Mais j'ai l'impression quand même que pour l'homme, en tout cas, c'est encore plus difficile. À gérer en fait et à accueillir ce qui arrive, notamment quand on a une forme de sensibilité, parce que voilà, il y a peut-être pas toujours de place, en tout cas dans la société dans laquelle on vit, pour les exprimer. Mais ça, je trouve, c'est une énorme connerie, je trouve, littéralement. Genre, les hommes ne pleurent pas. Et encore plus, je trouve, quand t'es un homme noir, en plus, t'as encore plus ce truc-là. Et pour moi, je trouve que c'est une énorme connerie. On est des hommes, ouais, mais on est des humains. Ouais. Avec des émotions qui, des fois, on doit laisser ça sortir. On n'est pas des robots. On peut pas tout intérioriser. Et c'est un truc pour lequel je serais toujours reconnaissant, gratifiant envers mon père, par exemple, qui m'a toujours appris à aimer, dire je t'aime, par exemple. Ma mère aussi, mais encore plus, je trouve, mon père. Tout était prétexte à, voilà, peu importe ce qui s'est passé, il me prend dans ses bras, il me dit je t'aime et on passe à autre chose. Ma mère pareil. Et j'ai grandi dans cet environnement-là et donc aujourd'hui j'ai aucun mal à faire face et à assumer mes sentiments, mes émotions. Et c'est ce que je me tue à transmettre aussi à mon fils. Et quand je vois que pour un rien il me dit papa je t'aime, je suis heureux, je suis plus heureux du monde. Surtout d'un enfant de ton fils, mais qu'il ait pas peur et qu'il soit familier de ce mot et de ce sentiment, de cette expression-là. C'est une petite victoire. Bien sûr. Et surtout que ça déteint, directement dans notre domaine relationnel intime. Également. En général, on s'imprègne de ce qu'on a vu être fait dans notre enfance, pas tant ce qu'on nous a dit de faire, mais ce qu'on a vu être fait. Et le fait que ce soit normalisé d'avoir des émotions, d'avoir des sentiments et de les exprimer, naturellement, en fait, ça devient comme un langage d'amour qui devient plus facile, en tout cas, à maîtriser. Littéralement. Et du coup, est-ce que toi, si tu penses à des relations, si tu penses à ton passé relationnel, ça a été quoi ton plus gros challenge et ça a été quoi ta plus grande force? Plus gros challenge, ça a été au-delà de faire face à mes sentiments, les avouer, etc. Donc ça a jamais eu trop de mal. Mais par contre, ça a été de gérer la communication qu'elle avait avec, en fait. Ok. Ça a été ça mon plus gros challenge. Encore un petit peu, je travaille dessus. Dans quel sens? Parce que vu que tu dis que tu arrives à le dire, c'est
je voudrais juste bien comprendre, dans quel sens tu dis que c'est difficile de gérer encore la communication? C'est tout ce qui va être la gestion du couple d'une certaine manière, en fait. Tout ce qui est de la communication dans certains moments, dans les hauts comme dans les bas, mais surtout les bas, du coup. Ouais. Et ça va être dans ce moment-là, donc les émotions qui vont avec l'amour, justement. Et juste pour creuser encore un peu plus, quand t'es dans un down, ta communication, elle se ferme ou, enfin, t'as plutôt tendance à fuir, à fight, à freeze? Me ferme totalement. Tu te fermes. Ouais. Okay. Et donc ça a été des situations d'enfance, etc., qui remontent et sur lesquelles je travaille, mais ouais, je me ferme et il faut que je me fasse, comment dire, tu te fais violence pour te rouvrir. Ouais. C'est ça. Ok. Après, n'a plus à avoir peur de dire ce que j'ai à dire. Ouais. Parce que derrière, la peur, c'est quoi? De blesser la personne. Ouais. Mais ouais, sur les 2-3 dernières années, j'ai réussi à faire ce travail petit à petit et je me dis que des fois, mieux vaut une vérité qui blesse, mais qui est bonne à entendre et de laquelle on va avancer, plutôt que d'arrondir les angles, faire le dos rond et passer à autre chose, mais garder la chose, tu la rumines, tu la gangrènes et elle s'exprime d'une autre manière. Et tôt ou tard, ça revient, mais de la mauvaise manière, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça. Même si sur le coup, ça fait mal, mais au moins, c'est dit, on avance. Je peux qu'abonder dans ce sens. Ça, c'est pour la partie challenge. Merci de le partager parce que t'es clairement pas le seul. J'imagine bien. C'est un vrai sujet, ça, de gérer, communiquer quand tout va bien. C'est facile, tu vois. Et il y a un conseil que je peux partager. Alors, je te le transmets et tu le prends si ça résonne pour toi, mais je vais le transmettre de manière générale. Il y a quelque chose, moi, qui m'a aidée. C'est apprendre le langage d'amour et la communication en temps de paix dans ma relation pour qu'on soit préparé en temps de guerre, pour que ce soit pas trop sanglant et pour qu'on comprenne comment ça se passe. C'est-à-dire les sujets qui sont touchy, les choses qui sont compliquées, de les aborder quand tout va bien. Et à ce moment-là, c'est comme si on commençait à mettre un matelas. C'est-à-dire que quand après ça va pas, on tombe sur un matelas. On tombe pas sur le sol. Alors oui, on tombe, bien sûr, parce que d'une certaine manière, la phase 1 du couple où on est tous sur un piédestal et qu'on se montre à notre plus beau jour, elle dure plus ou moins longtemps chez les couples. Moi, je sais que c'est une phase que j'aime pas faire durer très longtemps parce que j'aime le vrai, tu vois. Et je suis OK avec le fait de tomber. Par contre, je suis pas OK avec le fait de tomber sur un sol plein de bouts de verre, quoi, tu vois. Et si tu mets un matelas, plus en fait tu renforces l'épaisseur de ton matelas, plus quand c'est compliqué, t'arrives à communiquer ou en tout cas à te reconnecter. Et notamment, il y a une question que moi j'avais posée dans mes relations précédentes que je mettais vraiment en place, c'est quand c'est compliqué pour toi, de quoi as-tu besoin? Ça, c'est la première question. Et qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Et d'y répondre aussi pour soi. C'est-à-dire quand moi, je sais pas, je suis... je sais pas, j'ai comme une crise ou une peur, ou il y a un trauma qui remonte, ou il y a quelque chose comme ça, de quoi moi j'ai besoin? Je vais avoir besoin, tout d'abord, que tu me prennes dans tes bras, tu vois. Premier, je vais avoir besoin de ça. Et ensuite, je vais avoir besoin d'entendre que soit je peux prendre mon temps pour revenir vers toi, soit en tout cas qu'il y a une discussion qui est possible. Ouais. Mais si tu te barres, moi, c'est comme si tu me montres le dos, c'est pire. Je me sens abandonnée et en plus illégitime dans ce que je ressens. Tu vois? Et donc, de se poser les questions mutuellement, de quoi t'as besoin quand t'es, dans une phase de crise ou quoi que ce soit. On a tous des situations de crise du passé, parce qu'on n'a plus 20 ans. Donc, on peut tous ressortir des exemples. Bah, tu donnes un exemple précis. Dans ce cas-là, voilà ce que j'aurais aimé qu'il soit fait. Et voilà ce que j'aurais aimé recevoir. Mais ça demande aussi de savoir l'exprimer, donc en amont, mais aussi, parce que la personne, elle sera jamais dans notre tête, pendant la crise, de le demander. Sauf que quand on n'a pas l'habitude de demander et que ça n'a pas été exprimé en temps de paix, c'est extrêmement compliqué. En fait, on est comme, tu vois, les petites boules d'émotion, bah on est ça, sauf qu'on n'a plus la protection, on ne réfléchit plus bien, et ce qui sort, c'est pas bon en fait, c'est pas très constructif. Mais quand quelque chose a déjà été demandé en temps de paix, c'est comme si tu rappuies ou t'ouvres un tiroir qui a déjà été ouvert. La personne en face, quand tu le demandes, toi déjà, c'est moins flippant. Et la personne en face, elle a déjà entendu. Donc c'est que un reminder, tu vois. Et voilà, c'est un conseil, c'est un truc que moi j'ai mis en place et qui fonctionne plutôt bien. On prépare la guerre pendant la paix.
Et le terme préparé, il prend tout son sens, en fait. Parce que la chute, elle est moins violente. C'est ça. Très bon conseil. Voilà. Et ça, c'est pour la partie challenge. Et pour la partie force, du coup, toi, c'est quoi ta force en relation? Ma force en relation, j'ai pas peur de donner. Si je reçois un minimum, quand même. Ouais. ouais. Mais j'ai pas peur de donner et de faire des efforts et des concessions. Et plus je suis dans la relation, et plus j'en ferai si ça en vaut la chandelle, en tout cas. Ouais. Et est-ce que tu te donnes à toi aussi? Ouais, c'est important. Ouais. Comment tu veux donner si t'as les batteries vides? On est d'accord. C'est ça. Mais c'est depuis quand que tu te donnes à toi? Depuis toujours, d'une certaine manière. Okay. Enfin, depuis les premières relations, là, c'est l'entraînement, on va dire. Oui. Mais ouais, c'est ça. Pardon pour les ex, mais oui, j'avoue, c'était le camp d'entraînement. Les premières, désolé, hein, je vous aime bien, hein, mais c'était l'entraînement. Mais depuis, on va dire 20, 25, etc. Depuis qu'on commence à comprendre les choses, en fait, comment le fonctionnement. Depuis quand tu commences à mettre le doigt, comprendre ce dont tu as besoin, à te connaître, te comprendre, et surtout connaître ta partenaire, enfin de manière générale, mais ta partenaire, et donc c'est là tu sais que là j'ai besoin de ça, donc je vais lui dire, lui faire comprendre, et je vais voilà. C'est quoi pour toi l'amour? Ah ouais, la question. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est venu comme ça, mais là vraiment. Question piège, ça. C'est quoi l'amour? Enfin, question très vaste aussi. Ouais, vaste, je dirais pas piège. Non, pas piège, mais très vaste plutôt. Ouais. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quand tu penses à la personne, tu souris comme un imbécile. J'adore. C'est le premier truc qui me vient en tête, c'est ça. C'est ce sentiment, t'as envie de tout faire, tout donner pour rendre l'autre heureuse ou heureux. C'est dès que tu vois son nom apparaître sur ton téléphone, t'es content. Et dès que tu la vois, t'es content. Dès que tu fais quelque chose où t'es pas avec la personne, t'as envie d'être avec elle. Tous ces petits trucs, en fait, qui constituent, qui font que. Et ça s'applique autant amoureuse que famille ou amicale aussi, quoi. Bien sûr. Oui, parce que l'amour, c'est l'amour avec un grand A, quoi. Il est dans tout et dans toute chose, et il est dans tous les détails. Et je te rejoins sur ça. Parfois, on donne peut pas perdre cette valeur de à vue. tout ça, je ouais, et c'est ça. Et c'est dans des petites choses, des petites attentions aussi, des petites habitudes ou des tout petits détails qui développent ta gratitude et donc ton amour et qui viennent remettre de l'amour dans la relation, peu importe la forme de la relation. Mais en effet, si tu valorises, je sais pas, par exemple, ma meilleure amie, elle a une faculté à, tu vois, quand je voyageais beaucoup, à toujours m'envoyer un petit message le jour de mon départ. Mais c'est trop mignon. Petite attention. Enfin, ça, mais la petite attention, le petit mot trop mignon qui te met du baume au cœur. Moi, en retour, je sais pas, ça va être ne serait-ce que de répondre avec de la gratitude à ce message, mais aussi, ça m'incite à me dire, c'est important, c'est son langage d'amour. Elle le fait naturellement. Donc, c'est son langage d'amour. Ouais. Par contre, comment elle le fait? Elle le note dans son agenda. Ok. Moi, tu vois, je vais redemander une date et je vais aussi faire ce genre de choses. Et finalement, dans l'amitié, pour moi, la base, c'est de l'amour. Ça nous montre déjà que dans des toutes petites choses, dans des tout petits détails, on est déjà en train d'abreuver d'amour la relation. Pour pas qu'elle se tarisse, au final. Et j'irais aussi en dernier, aimer, c'est surprendre aussi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien surprendre. Ok. Est-ce que t'as déjà surpris quelqu'un et genre ça s'est pas passé? Genre ça a pas plu? Non, ça, j'ai toujours eu de la chance jusque-là et j'ai jamais floppé pour l'instant. Il y a pas eu des centaines d'occasions non plus, mais les quelques-unes, ça a jamais floppé. Ouais. C'est beau. Peut-être qu'en fait, je me suis dit que j'aimais pas les surprises parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a surprise, en fait. Ou la bonne surprise. Ouais. Peut-être qu'il te connaissait mal et en croyant vouloir bien faire, il te connaissait mal, il a mal fait, je sais pas. Ouais, mais je pense que j'ai trop de compassion. C'est-à-dire que, en gros, s'il y avait une attention, même si c'était un peu à côté de la plaque, j'aurais valorisé la surprise. Oui, non, je pense que c'est, maintenant, quand je te parle, je me dis c'est très certainement un mécanisme de protection, de se dire, de toute façon, vas-y, ton gars, il est à terre cartésien, il va pas te faire de surprise, tu le sais très bien. Donc, en gros, n'espère pas la surprise parce que si tu espères la surprise, tu crées de l'attente et de la déception. Zéro attente, zéro déception. Ouais. Comme a dit un grand philosophe, je m'attendais à rien. Il est quand même déçu. Pour ceux qui ont la ref. Moi, je n'ai pas la ref. Attends. T'as pas la ref? Non, dis-moi. Vas-y, on a le même âge. Dewey dans Malcolm. Ah, il disait ça? Ouais. Putain, je les ai pas assez bien regardés. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Incroyable. Oui, on a le même âge. C'est bon, t'es pas obligé de le rappeler, quoi. Assume. Mais on va dire même génération. Ouais, voilà, même génération. Mais tu vois, le truc de pas d'attente, pas de déception, je le comprends. C'est-à-dire,
mentalement, je le comprends. Et pour autant, quand je dis pas d'attente, quand même, je caricature. On a toujours un minimum d'attente quand même. C'est ça, tu vois, je voulais voir avec toi parce que je me disais, en fait, c'est trop facile d'une certaine manière de dire j'ai pas d'attente parce que c'est impossible. Enfin, c'est pas trop facile, c'est que c'est pas honnête. On a tous des attentes. Elles sont un minimum inconscientes. Parce que vu que c'est un partenariat, la relation, peu importe son terme, tu vois, même entre salarié et employeur, c'est une relation. Et donc, il y a un contrat et je travaille et tu me donnes une paye. Et ça a toujours été ça, une forme de monnaie d'échange. J'ai juste l'impression que dans le domaine relationnel, il y a plus de difficultés pour les gens à oser se rendre compte qu'il y a une transaction et qu'il y a vraiment un donner-recevoir, tu vois. Ouais. Genre, oh non, mais je me nourris d'amour et d'eau fraîche. Non, mais je n'ai pas d'attente, tu comprends, je prends... Mais c'est un peu bullshit pour moi, tu vois. Enfin, si on est vraiment très, très honnête envers soi-même, bah, on enlève un peu, oui, le côté très rose et pailleté de l'amour et de la relation, mais on en revient à du vrai et finalement, on vit dans le vrai. Donc, faut quand même poser pour moi, définir ses attentes, c'est poser des limites et des standards, tu vois. Mais je trouve qu'on a tous ce rapport attente et comment ça s'appelle, les retours, on va dire, inconsciemment et sans même des fois le savoir ou mettre de mots dessus, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est un peu la base des relations, que ce soit le boulot, amical, amoureuse. Tu peux pas tout le temps donner sans jamais recevoir, et même la personne en face, elle est consciente que tu donnes. Donc, humainement, instinctivement, elle va aussi donner à sa manière peut-être, mais elle va donner aussi. Ouais. À moins que ce soit le plus grand égoïste de la Terre. Mais sans ça, pour moi, c'est la base du rapport humain, je trouve. Ouais. Même mammifère, pour élargir. Ouais, carrément. Ouais. T'es avec quelqu'un, avec ta femme, ton mari, ton copain, ta copine, tu vois qu'elle te donne, t'es conscient. Donc toi, inconsciemment, t'as envie de lui rendre parce que t'es censé l'aimer, t'es censé vouloir son bonheur aussi. Et tu sais que si tu lui donnes, tu le rends heureux. Pourquoi ne pas le faire, en fait? Ouais. Tu vois, j'ai aussi vu ça a été la raison d'une de mes séparations. C'était de se rendre compte que moi, je donnais beaucoup dans la relation. Donc, tu peux imaginer que la relation, c'est comme un vase clos. Je vais donner à lui, à la relation. Lui va donner à moi, à la relation. Du coup, la relation prend de l'ampleur et les deux s'érigent. Donc ça, c'est la version la plus belle, je pense. Enfin, tu vois, où on est vraiment deux entités individuelles qui se réalisent, mais il y a une troisième entité qui est la relation. Et une des raisons pour lesquelles j'ai pu me séparer, c'était de me rendre compte que moi, je mettais beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans la relation, et que la personne, et c'est très inconscient parce que c'est pas contre lui que je dis ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, la personne utilisait cette énergie pour la mettre à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en gros, ça développait ses projets, ça développait son amour vers l'extérieur d'une manière générale, ça développait son aura. Il le faisait pas exprès, mais au final, on a tous un montant d'énergie dans une journée. Donc, à la fin de la journée, si ce que moi j'ai mis au milieu pour que tu le fasses fructifier et qu'on soit deux à faire fructifier la relation, si tu l'as utilisé pour toi uniquement à l'extérieur, sans remettre, c'est là qu'il y a un souci, tu vois. Et je sais pas si toi, t'as déjà pu expérimenter ça, la sensation de donner au milieu de la relation et de voir qu'en face, il y a pas... et je parle, c'est même au-delà de la réciprocité, c'est presque énergétique, en fait, de ressentir que c'est pas mis au milieu, tu vois. Il y a un truc, tu vois, de déséquilibre là-dessus. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, c'est intéressant d'avoir un regard masculin là-dessus aussi. Si, ça m'est déjà arrivé, et dans les deux sens, du coup, qui plus est, parce que j'aime donner, mais j'ai déjà été dans des relations où t'es pas à 100% dedans, ou t'es pas en phase avec la personne, ou même toi, personnellement, t'es pas en phase aussi avec toi-même pour être en relation, et donc t'as pas l'énergie pour donner autant que tu reçois, et donc c'est une question de synchronicité, je dirais. Ouais. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'arrivera encore, je pense. Ouais. Et tu crois au timing, du coup? Tu penses que dans ces moments-là, c'est une question de timing ou que c'est une question de se rendre compte de certaines choses par rapport à soi? Je pense que c'est une question de timing avec soi, dans le sens où soit t'es prêt, soit t'es pas prêt, en fait. Et donc c'est ce timing où on est prêt à donner, recevoir, qui fait que t'es prêt à te mettre dans une relation à 300%, en fait. Ouais. Et donc à rentrer dans ce process-là de donner, recevoir. Et comment toi tu le sais comment ça se matérialise à l'intérieur de toi quand tu sais que t'es prêt?
par le passé, t'as pu observer à quel moment tu te sentais prêt. Est-ce que c'est dans tes actions, dans tes pensées, dans ton corps, comment est-ce que tu sais que t'es prêt? Enfin, ça va plus être dans mon état d'esprit, dans mes besoins, c'est tout bête. Par exemple, je pars en voyage solo ou je suis à la maison un soir tout seul, je me dis, j'aurais bien aimé être avec quelqu'un. Ou ce besoin de partager certains moments avec quelqu'un. Ça va être et quand tu te fais plusieurs fois cette réflexion-là, je trouve que du coup, c'est révélateur d'un besoin et quelque chose qui dit, peut-être que là, je suis prêt à m'ouvrir à une relation, en tout cas. Ouais. Après, on verra, au fur et à mesure des rencontres, par exemple. Mais, moi, ça va être comme ça, les ressentis dans ces moments-là. Et puis après, t'écoutes ton cœur plus que ton corps d'ailleurs dans ce moment-là. Ouais. T'écoutes tes tripes sur toi-même. Ouais. Littéralement. Ouais. Mais moi, ça va être comme ça que je vais le ressentir, je trouve. Ouais. À quel moment tu te sens prêt à partager ton énergie et où t'as la sensation que de la partager, ça va t'apporter plus que de le faire solo. C'est ça. Parce que c'est ça aussi, tu vois. Tu sais, quand j'avais 18 ans, je disais quoi? Je laisse tomber, j'étais une ouf. C'est hallucinant de dire des trucs comme ça, mais j'étais très sûre de moi en plus, et je me rends compte que c'est vrai, aujourd'hui c'est ce que je pense, mais je sortais à des copines, je leur disais, et je crois que j'avais même 17 ans et demi, je leur disais, mais en fait, quand on est seul, on est 100%. Donc quand t'es en relation, tu dois pas tomber à 80. Tu dois être à 120%, à 130%. En gros, la relation doit t'apporter quelque chose, doit faire en sorte que tu te sens mieux que quand t'es tout seul. T'avais 17 ans? Ouais, j'avais 17 ans et demi. Et je disais des trucs, je venais d'être en couple et je pense, en fait, j'avais une forme de maturité, mais que je ne comprenais pas, tu vois. J'ai pu sortir ces trucs-là sans les incarner. C'est comme si ça sortait, mais je crois que je les intégrais pas pleinement. Okay. Tu vois. Enfin, parce que vraiment, je me dis comment c'est possible de sortir des trucs comme ça, alors que tu débutes dans la vie et encore plus dans la vie relationnelle, tu vois, clairement. Parce que moi, 7 ans, mes copines que j'avais, pas mes copines, mais mon entourage, ça regardait Undo Stress et ça dansait sur Beyoncé, quoi. C'était pas les mêmes réflexions. Bah ouais, mais moi, à l'époque, en fait, je me souviens que quand j'étais dans cette relation, c'était ma première relation longue et j'étais au début de la fac. Et en fait, mes copines, elles disaient, mais Fanny, mais amuse-toi, qu'est-ce que tu viens faire dans une relation longue, engagée, etc. Mais amuse-toi. Et moi, je leur répondais, mais en fait, je m'amuse. Quand je veux sortir en boîte, je sors, et je sortais tous les week-ends. Une relation, c'est pas une prison. Mais c'est exactement ça. Et moi, je ne comprenais pas ce truc de s'amuser égale être célibataire, et être en couple égale t'es rangé. Et d'ailleurs, on parle de relations sérieuses. Ah ouais, je suis en relation, c'est sérieux. Mais d'où c'est sérieux? Sérieux, c'est chiant, en fait. Sérieux, t'as l'impression que tu te fais chier, quoi, que tu portes tes lunettes, tu lis un livre, et puis voilà, puis tu fais ton devoir conjugal. Mais c'est pas ça, une relation. Une relation engagée. C'est, pour moi, quelque chose qui était important, tu vois. Je m'engageais dans la relation. Par contre, je me désengageais pas de moi. Ouais. Et à ce moment-là, je pense que je faisais vraiment office d'ovni, parce que les gens comprenaient pas, et mon mec, à l'époque, ne le comprenait pas, hein. On est toujours en contact, c'est rigolo d'ailleurs, mais il comprenait pas que j'ai besoin de sortir tous les week-ends. Mais en fait, je dansais. Donc pour moi, danser, c'était honoré. Bah bien sûr, et c'était pas l'un ou l'autre, et c'était déjà l'un et l'autre. Et ensuite, au fur et à mesure, je pense que j'ai navigué plus dans les codes de la société qui me faisaient me dire, ah bah non, une femme en couple, ça ne sort pas, ça n'a pas tous ces potes mecs que toi tu as, Fanny, ça, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais. Le poids de la société sur le domaine relationnel, il est énorme. Beaucoup. C'est pas évident, mais des fois sortir de ces carcans, de ce prisme-là et de cette vision très archaïque, je trouve, Bien sûr. C'est comme si c'est comme ça, c'est comme si c'est comme ça. Non, tu vis ta relation comme tu la veux, en fait. Tant qu'il y a du respect, tant que avec l'autre personne t'es en phase et que tout le monde est d'accord. C'est un contrat entre deux personnes. Littéralement. Hein. C'est pas un contrat entre toi, la société, les tantines et ce que tu veux. C'est exactement ça. Non, mais c'est déjà vrai, avec quoi. toi-même, avec la personne. C'est ça. Et voilà, si chacun y trouve son compte, si la relation et le couple est heureux comme ça, pourquoi c'est pas une prison, un couple, quoi. Mais on en revient à cette communication. Et de communiquer beaucoup, en fait, dès le début. Et quand, en fait, tout va bien, quand c'est possible de dire les choses sans faire trop de mal, sans avoir trop l'enjeu de si je vais sur ce sujet-là, ça va être compliqué. Parce que ce que j'ai pu remarquer, tu me diras si ça résonne pour toi, mais c'est que la plupart des personnes se mettent en couple sans définir clairement ce que c'est pour eux le couple. C'est quoi le cadre? C'est quoi les accords conscients et inconscients à l'instant T? Et surtout, s'autorisent assez peu de faire évoluer ce cadre. Alors qu'une relation ne peut pas, on bouge. Donc les deux personnes qui étaient au tout début de la relation,
ont évolué au fur et à mesure. Littéralement. Ce cadre, à mon sens, il doit rester un cadre, mais il peut s'agrandir, se rétrécir, s'ouvrir, ce que tu veux, tant que les deux personnes ont un consentement mutuel de cette ouverture. Mais pour ça, il faut beaucoup de sécurité dans la communication pour pouvoir... et je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de couples qui ne se parlent pas sur la profondeur, parce que quand la communication arrive à un moment plus tardif et qu'on voudrait exprimer sa vérité, mais qu'on a peur de blesser l'autre et aussi de se faire rejeter, du coup, clairement, c'est toujours les deux, eh bien, on se dit, bof, vas-y, je vais pas dire, tu vois. Sauf que ne pas dire, c'est se mentir à soi, donc c'est se tromper Exactement. soi. Et donc, ça entraîne en général après des comportements qui sont pas forcément trop ce que la personne aurait voulu faire au tout début. Mais parfois, c'est peut-être plus facile de se cacher. On en revient même sur la partie, tu sais, schizophrénie, bipolaire, où on cache une partie de soi. Grosse forme de bipolarité, en effet. Totalement. Et je trouve que le couple, il est très éprouvé. Et il y a quand même une perte d'engagement globalement sur la société. On a du mal, je vois que les gens ont peur de s'engager. Et je suis même pas sûre que ce soit parce qu'on avance en âge. J'ai l'impression que c'est sociétal. Parce que même les jeunes, quand tu les entends parler, t'as la sensation qu'il y a plus cette valeur d'engagement, cette valeur de l'action. Et je sais pas, on vit dans une société qui est particulière. Et nous, on a, je pense, aussi connu un avant et une mutation aussi. C'est ça, on est dans l'entre-deux. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que ça crée ces questionnements, mais... Non, on est dans l'entre-deux de nos parents et grands-parents avec leur... on va dire après-guerre, mais c'est quand même plus années 70, qui, eux, avec leur code à eux, qui nous ont inculqué à nous. Tout à fait. Et nous, on vit dans une société qui a profondément changé ces 20 dernières années, et avec de nouveaux codes, de nouvelles approches, de nouveaux modes de consommation. Et je parle pas forcément que de la musique et tout ça, et on doit trouver notre place dans tout ça, quoi. Ouais. On doit grandir, évoluer dans tout ça, et c'est pas facile tout le temps. Non. D'adapter. Non, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là, que tu aimerais partager, qui est en train d'arriver là dans ta tête? C'est ce que j'appelle la libre antenne. Ok, D-Fool. Je te jure, mais c'est trop ça. Ah, j'ai rêvé que quelqu'un me le sorte, ça D-Fool purée. Je voulais trop être Marie, moi. Non, la Marie, comment pardon. je kiffais sa voix, la Marie. Sa voix incroyable. Ouais, c'était quelque chose. C'était quelque chose. On est d'accord. Quelle époque, ça aussi? Ça, c'est une époque. C'est légendaire. Un sujet que j'aimerais bien traiter, là, comme ça, on a pas mal fait le tour, déjà, non? Ah ouais. C'est juste s'il y avait quelque chose qui venait pour toi et que t'aurais eu envie d'exprimer. Mais vraiment, ça peut avoir aucun rapport ou ça peut avoir un rapport, quelque chose que t'aurais envie de partager. Et s'il y a rien, c'est cool aussi. Il y a un truc qui est venu dans ta tête, là. Il y a toujours des trucs qui viennent dans ma tête. J'ai vu ta tête. Toujours des trucs qui viennent dans ma tête. Après, est-ce que c'est bien de les dire ou pas? Ça, c'est autre chose. Allez, vas-y. Non, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux... Non, ça n'a rien à voir. Mais non, parce que... n'ayez pas peur de dire je t'aime, en fait. N'ayez pas peur des sentiments, n'ayez pas peur de les exprimer, et vraiment pas. Parce que demain n'est promis à personne. Ouais. Dites-le. Le monde en a besoin. C'est clair. Merci beaucoup. Et la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens après cette conversation qu'on a eue tous les deux? Comment c'est dans ton corps? Comment c'est dans ta tête? Comment c'est dans ta météo intérieure? Parce qu'on a commencé par la météo. Oui. Toujours cette éclaircie qui persiste. Et non, ça fait du bien. Un échange vrai, profond, avec le cœur. Donc non, très bon échange, j'ai beaucoup aimé. Et ça va bien. Top. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour ta lumière. If I could turn. Tu vas couper ça au montage, hein?